Merci beaucoup de l'invitation. Moi, j'ai grandi au Brésil, j'ai immigré en Ontario, mais j'ai marié au Québec. Dans toutes les Québec, québécoises, mais c'est quand tu prends une minute, tu prends ensemble. Alors, c'est toujours très chouette d'être ici et d'essayer de contribuer un peu pour, avec les débats sur la question de logement. C'est ma spécialisation actuellement ici au Québec. C'est toujours très chouette. C'est étant dit, je vais commencer avec une provocation. C'est tout encore, il faut vous brusquer un peu. Je vous dirais que la façon la plus directe, la plus immédiate et la moins chère de protéger les logements abordables, c'est de renforcer les contrôles des loyers. Et pourtant, c'est les sujets donc nous discuterons probablement les moins aujourd'hui. La plupart des gens qui sont engagés dans les questions de logement ne parlent presque jamais sur les sujets, sauf si tu es engagé directement avec les mouvements sociaux, la FRAPE, la RACLAF, d'autres mouvements partout un peu. Et c'est pas la faute de personne en particulier, mais c'est plutôt un reflet de l'état de débat sur les logements au Québec et au Canada. Nous ne parlons presque jamais de la solution la plus évidente, limiter les profits en imposant des contrôles des prix. Ce n'est pas toujours comme ça au Canada. Je reviens sur ce point plus tard. Et ce n'est pas comme ça ailleurs non plus. En France, le président Emmanuel Macron, quand il a pris les pouvoirs, il était d'origine contre les contrôles des loyers adoptés par François Hollande, mais ensuite, il a décidé de changer d'idée. Et on a présentement des contrôles qu'on appelle en France un encadrement des loyers. Il y a présentement tout un débat de pourquoi que ça fonctionne, comment que ça fonctionne, il y a différents contrôles pour différents types de villes, et on a tout un débat très intéressant qui se passe présentement sur le sujet. Aux États-Unis, le président Biden a annoncé un plan de contrôle des loyers l'été, et ça a déclenché beaucoup de commentaires positifs, négatifs, mais on a vu des articles un peu partout dans les médias plus spécialisés. En Angleterre, le nouveau premier ministre, Labour Party, il est en train de se faire face à des pressions à l'interne du parti qui veut voir les premiers ministres avancer sur ce sujet. On vient juste de parler de Vienne Larouche. Une des conditions pour tous ces programmes-là, c'était des contrôles de loyer. C'était très strict, qu'on a eu des impacts positifs sur les prix des terrains. C'est là qui a permis la vie d'acheter des terrains moins chers et après construire des logements hors de marché. Alors, ici, je pense qu'au Québec, et surtout dans le reste du pays, au reste du Canada, on ne parlons presque pas. On a seulement 5 provinces qui ont des contrôles des loyers, et dans 3 d'entre elles, les exceptions et les problèmes au niveau de leurs exécutions rendent la politique beaucoup moins effective qu'elle devrait être. Au Québec, par exemple, les contrôles des loyers, comme vous savez bien, sur les logements vacants n'est pas respecté. Alors, à Montréal, en 2023, les loyers des logements inoccupés ont augmenté de 19% en moyenne. Les taux de rotation à Montréal en 2023 étaient de 10%. Alors, 10% de tous les logements locatifs à Montréal ont été soumis à une augmentation des loyers en moyenne de 19% en 2023 seulement. Alors, moi je pense que le logement social, le logement semi-locatif, le logement hors de marché, c'est la vraie solution. Pour moi, c'est ça.
à long terme. Mais en attendant, il faut absolument arrêter l'hémorragie dans le secteur privé. Et ça se fait avec les contrôles des loyers, ça se fait en renforçant les contrôles des loyers. Mais c'est vraiment difficile d'avoir ce débat. Et moi, je pense qu'il faut s'élancer dans ce débat indispensable, à mon avis, nous devons établir quelques faits de base. C'est sur ça que je vais vous parler aujourd'hui, sur 3 faits de base sur lesquels je pense qu'on devrait baser ce débat. Le premier, c'est qu'il existe de nombreux types de réglementation des loyers et qu'aucune d'entre elles n'existe dans un vide. Elles interagissent avec l'autre politique de logement, avec les politiques monétaires et avec tous les contextes économiques. Je sais que c'est une affirmation très évidente, mais c'est très important d'avoir cela clair parce que ce qui oppose les contrôles des loyers, on vient mettre tout dans le même panier. Il va y poser des confusions. Je dis avec ça, je dis tous les jours. Par exemple, les gels des loyers, c'est ce qu'on appelle les contrôles des loyers de première génération, ont eu des impacts négatifs sur la construction. La recherche est très claire là-dedans. Et les contextes de les gels des loyers, c'est très important aussi. Les gouvernements ont utilisé les gels en période de dépression, en période de guerre, sans avertissement, sans date limite pour les élever. Dans certains pays, on mettait des gels, on les élevait, et après quelques mois, on mettait des gels encore. C'était vraiment aucune pour ceux qui essayaient de faire fonctionner le logement, c'était vraiment difficile. Si on regarde la politique monétaire, la politique fiscale à cette époque, on s'entend que c'était surtout focusé sur tous les efforts de guerre, tout type de construction de logements ou d'autres infrastructures, c'était des préoccupations secondaires, plutôt pour l'après-guerre, plutôt pour les périodes de reconstruction. En comparaison, les contrôles des loyers actuels, connus souvent comme les contrôles des loyers de 12e génération, comme on sait, ils permettent de l'augmentation des loyers qui suivent l'inflation. Dans certaines provinces, les règlements des loyers ont rarement changé. C'est qu'il y a une bonne étude qui a trouvé que la prévisibilité associée à un régime de contrôle de loyer très stable a été associée avec un effet positif sur la construction. C'est une étude québécoise en fait. Nous avons également les gouvernements fédéraux depuis 2007, mais aussi d'autres gouvernements au niveau provincial qui sont extrêmement engagés à encourager la construction avec beaucoup de subventions pour les promoteurs privés et un contexte économique relativement stable. Alors, c'est vraiment d'autres types de mesures, d'autres contextes, mais encore là, la plupart des économistes et spécialistes en question de logement insistent sur le fait que les contrôles de loyer ont un impact néfaste sur la construction. Les preuves empiriques ne les arrêtent pas non plus. Okay? Alors, en 2020, la Société canadienne d'hypothèques de logement, le CHL, merci, a publié une analyse sur l'impact des contrôles des loyers sur la construction. C'est une étude formidable, parce qu'on s'entend qu'ils ont des meilleurs de tous les pays. Alors, on était capable de regarder 50 ans, en commençant en 1971 jusqu'à 2019, alors presque 50 ans de données de partout au Canada. Certaines villes ont des contrôles de loyer, certaines villes n'ont pas, les régimes sont différents. Alors, au niveau de la qualité de l'étude, était une étude formidable. Qu'est-ce qui était la principale conclusion de cette étude? Il n'y a pas de signes notables permettant de conclure qu'il y a moyen de mise en chantier des logements locatifs dans les marchés où il y a un contrôle des loyers qui est dans ceux où il n'y a pas. Très clair. Qui ici avait déjà entendu parler de cette étude? Une personne?
Nous avons d'autres études empiriques sur les contrôles de loyer de deuxième génération qui ne trouvent pas l'impact qu'on s'est dit, l'impact négatif qu'on entend parler, soit qu'ils ne sont pas, soit l'impact n'est pas très clair, puisqu'on a plein d'autres variables qu'il faut prendre en considération aussi. Mais c'est possible de donner les discussions, de se passer pour changer un peu la vie, la pensée dominante sur les sujets. Je vais vous donner un exemple très clair et personnel. Dans le printemps, moi j'ai publié dans le Toronto Star, j'ai publié plus ou moins régulièrement au Toronto Star, j'ai écrit un article pour dire, écoute, on a de nouvelles évidences sur la question de contrôle de loyer, il faut en parler, ça semble que les impacts qu'on pensait qu'ils pourraient avoir, ce n'est pas le cas nécessairement avec les contrôles de loyer qu'il y en a présentement. Il a pris les Financial Post moins d'une semaine pour publier un autre article qui m'a critiqué au niveau personnel, qui m'a attaqué et qui a mal représenté mes arguments. Moins d'une semaine pour que la machine néolibérale s'organise pour attaquer quelqu'un qui a eu l'audace de parler des contrôles de loyer dans les médias, les grands médias. Alors c'est comme ça joue toujours. Et quand les acteurs comme ça entrent dans les débats, ce n'est pas pour avoir un débat, on s'entend. C'est pour tuer, toujours, c'est pour tuer les débats. Okay? Et ils l'ont largement réussi, pour être honnête. Alors ça, c'est une des raisons, c'est peut-être la principale pourquoi on ne parle pas assez des contrôles des loyers et pourquoi on n'en parle présentement une discussion de comment renforcer les contrôles de loyers. La deuxième fait de base que j'aimerais discuter, c'est un peu plus délicat de parler de ça au Québec, mais je veux le faire quand même. Les gouvernements provinciaux ne sont pas les seuls à pouvoir agir en matière de règlement des loyers. Et c'est ça qu'on entend souvent. C'est une question pour les gouvernements provinciaux, c'est ça. Mais c'est vrai parce que la plupart des mesures de contrôle en vigueur aujourd'hui, partout au Canada, remontent à 1975, quand Ottawa a fait la pression sur les provinces pour qu'elles adoptent les mesures de contrôle des loyers dans le cadre d'un plan fédéral de lutte contre l'inflation. Parce qu'on sait que l'inflation monte trop vite, qu'est-ce qui va arriver? Les loyers, c'est sûr qu'il va y avoir une pression très importante sur l'inflation, sur les familles à faibles et moyens revenus. Le gouvernement fédéral était très actif pour réussir à faire avec les conditions de type de négociation avec les provinces qui adoptent des mesures. Certaines provinces ont laissé des mesures en place. Certains, comme Alberta, ont tout de suite enlevé les mesures dès que l'accord est fini. L'intéressant, c'est qu'il a fonctionné. Parce que lorsque l'inflation a frappé 12,5% en 1981, l'inflation des loyers, l'inflation spécifique pour les loyers, était de 6,4%. Alors l'inflation montait à 12,5%, on avait les loyers à 6,4%. Qu'est-ce qui est arrivé au début de l'année? Le début de l'année, ici, quand l'inflation était environ 3%, l'inflation spécifique pour les loyers était environ 9%. Trois fois plus. Alors, à l'époque, on a fait aussi que les loyers soient une façon de tenir l'inflation, mais plus récemment, c'était une de pression qu'on avait qui a augmenté l'inflation. Est-ce qu'on a parlé des contrôles des loyers? Est-ce que le gouvernement Justin Trudeau a jamais prononcé les mots contrôle des loyers? Non. Qu'est-ce qui s'est arrivé partout? Au même temps, qu'est-ce qui est arrivé en Ontario et ici au Québec? On voyait des mesures qui allaient dans l'autre direction pour affaiblir en fait les contrôles des loyers. Alors, je pense qu'il y a une discussion ici aussi à avoir par rapport au rôle que les gouvernements fédéraux pourraient jouer, pourraient mettre la pression sur les provinces et pourraient faire, par exemple,
certains financements à des procédures conditionnelles, de contrôle des loyers. Il y a plein de choses qui se passent. Une chose que c'est aussi, on parle des fois, c'est quand ça pue. On voyerait aussi dans un scénario où les gouvernements fédéraux pourraient imposer un plafond d'augmentation des loyers semblable autour d'intérêts criminels qui limite les montants que les prêteurs peuvent exiger partout dans les pays sur la banque et d'autres types d'organismes financiers. C'est possible. Et dans d'autres pays, on a les villes aussi qui ont le pouvoir d'implémenter, d'adopter des contrôles de loyer. Et que ça reste encore là avec un autre aspect de débat que ça pourrait être intéressant, ça pourrait nous donner encore plus d'options. Peut-être dans certaines villes, ils ont plus besoin d'avoir des contrôles plus stricts, ils vont aller vers ça. Peut-être que dans d'autres villes, ils ont moins, tu vois. Mais moi, je pense que, de façon générale, mon point ici, c'est qu'on pourrait avoir un débat aussi sur les rôles des différents types de gouvernement, les différents types de contrôle, mais que souvent, cette affirmation sur seulement les provinces professeurs est là plutôt pour encore là tuer les débats au lieu d'alimenter un débat plus nuancé sur les différentes options, les différentes mesures qu'on aurait pu mettre en place. OK. Le troisième fait, et je vais finir avec ça, que je trouve très important et une des raisons pour lesquelles on parle moins de la question des contrôles des loyers qui, moi, j'aime bien, c'est que souvent, c'est vu comme les locataires sont vus comme les seuls bénéficiaires des contrôles des loyers. Nous pensons souvent qu'il s'agit d'un lutte entre les locataires, qui vous payez moins, les propriétaires, qui vous chargez plus. Et c'est vrai, en grande partie, c'est un peu ça. Mais là, je pense qu'il y a d'autres aspects plus larges au niveau économique qui nous passons un peu à côté dans ces débats-là. Historiquement, les employeurs ont toujours détesté les loyers élevés, parce que c'est une pression sur le salaire. Les loyers élevés aussi, comme on parlait, je pense, bientôt, mettent une pression aussi pour ils vont avoir un impact de l'éloignement de la force de travail quand les travailleurs ne sont pas capables de payer les loyers dans une certaine région, alors ça se peut qu'ils vont quitter les régions d'une shot, ou ça se peut qu'ils vont augmenter de plus en plus la distance qu'il faut voyager tous les matins. On a plein de recherches là-dedans qui démontrent un impact négatif sur la qualité de vie et sur la productivité. Alors, il y a tout un autre aspect de l'économie. On ne parle pas non plus de l'impact des loyers trop élevés dans les petits commerces, surtout les petits commerces dans certains quartiers où les revenus moyens c'est plus modérés. Il y a un impact négatif aussi. Et c'est quelque chose qu'on a arrêté un peu de parler. C'est le rôle que les industrialistes ont eu d'un moment donné dans la politique municipale qui est des façons, en protégeant leur propre intérêt, d'avoir une force de travail qui est présente et qui est capable de vivre là et qui ne paye pas trop pour les loyers. Ils ont aussi nous aidé aussi à défendre certains intérêts de la classe ouvrière, mais qu'on a vu le départ de l'industrie. Mais avec ça, une certaine force politique qu'on a pu au niveau municipal et qui a faire face aux intérêts des promoteurs, les groupes locataires qui font le possible contre les groupes promoteurs, ça devient ça a un impact vraiment important dans le rapport de force dans la ville. Il y a l'autre chose, et la dernière chose que je veux dire, c'est aussi que le problème avec le contrôle des loyers, dans cette perspective plus globale, économique, c'est que l'absence des contrôles de loyer réduit aussi considérablement
au niveau du côté privé, les risques d'investissement immobilier. Avec un risque comparativement faible et des rendements très élevés, pourquoi quelqu'un investirait dans d'autres choses, des choses d'autres? Pourquoi les banques viseraient à financer les activités économiques productives si tout le monde peut investir dans les marchés immobiliers? Des fois, des personnes qui m'arrivent après mes présentations dans différentes places, là, j'étais à Hamilton il n'y a pas longtemps, et après, j'ai fait une présentation la question logement, et après, j'ai une couple qui est venue me voir, on m'a dit, Ricardo, on a bien tout ce que tu as dit, on était des enseignants toute notre vie, là on a pris la retraite, il y a un petit peu d'argent qu'il faut investir, là, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre, il faut faire attention quand même, mais à la banque, ils ne m'ont pas laissé investir dans d'autres choses que le secteur immobilier. J'ai parlé avec la personne qui m'a dit, je dis non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Elle a dit non, il faut que ce soit sur le secteur immobilier. Il faut que ce soit sur le secteur immobilier. Alors, c'est ça un peu, je pense qu'on passe un peu aux côtés de ce grand enjeu économique. C'est quand on a l'investissement directement dans le secteur immobilier, il faut me parler un peu de l'autre type de productivité, la manque de productivité d'un autre secteur plus productif, des secteurs qui gèrent le travail, de revenus, tout ça. Alors, je pense que je vais être ici. C'est ça mon pitch. Il faut en discuter de le renforcement des contrats de loyer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, mais je pense que si jamais on se met à avoir ces débats et de prendre au sérieux, nous pouvons trouver des moyens de limiter les risques, nous pouvons trouver des mesures très ciblées, très efficaces. On peut avoir des mesures qui fonctionnent bien. Ou bien, nous devons apprendre à vivre avec le fait que chacun, les loyers augmentent en moyenne de 19% pour 10% de tous les logements à Montréal. Et on peut attendre jusqu'à 2027, 2050, quand un jour on va avoir plus de logements hors de marché. Et moi, je pense absolument que c'est la solution à long terme. C'est là que tous nos efforts devaient être, surtout tous les financements, toute l'infrastructure institutionnelle, gouvernementale, devaient absolument être plus appuyés que le logement hors de marché. Mais en attendant, il faut absolument arrêter l'hémorragie dans le secteur privé. Et la façon de le faire, c'est avec des contrôles de loyer. Merci beaucoup.